Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors, on le sait, le monde agricole regorge d'initiatives. Bien justement, on va les partager ensemble. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Salut le Power Booster. Cette semaine, nous mettons le cap sur le département du Rhône, où nous avons rencontré Stéphane Payet en pleine récolte de maïs. Nous parlerons rendement, mais également corbeaux et lacs collinaires. Puis, nous mettrons le cap sur un vignoble du sud de la France, en appellation Bandol, à la rencontre de Rémi et Marie Duprat, viticulteurs, mais également en charge d'une ETA, qui réalise une partie de ses travaux à cheval. Alors, tenez-vous prêts, mais avant tout, les news. Arrêtez tout et notez cette date. Le vendredi 16 octobre 2020, de 11h à midi, les tontons farmers vont monter sur la capitale pour un débat filmé en direct. Préparez-vous à bousculer les idées reçues. Et si on vous disait que dès janvier 2021, vous pourrez conduire dans vos champs le nouveau tracteur Fendt 200 Vario? Mieux, il est même possible de le commander dès ce mois d'octobre. Mais jetons tout d'abord un coup d'œil aux nouveautés de cette gamme qui embarque bien plus de technologie que son aîné. On notera au premier coup d'œil le design hérité des fortes puissances du constructeur. Sous le capot, la série Fendt 200 Vario dispose d'un moteur AGCO Power à 3 cylindres de 3,3 litres répondant aux normes anti-pollution Stage 5 avec une puissance allant de 79 à 124 chevaux. 5 modèles sont proposés au total. Ils sont tous disponibles dans les variantes d'équipement Power, Profi et Profi Plus. Un des principaux atouts de cette gamme, c'est sa nouvelle cabine, qui offre davantage d'espace au-dessus de la tête du chauffeur et de visibilité grâce à sa hauteur plus importante de 5 cm et à son nouveau toit vitré. En cabine, on remarque que le Fendt 200 embarque la philosophie de commande Fendt One avec une nouvelle console de commande sur le côté avec le joystick multifonction. Le levier en croix et le terminal de 12 pouces en option. Le tableau de bord numérique de 10 pouces se trouve lui sur la colonne de direction. Je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Focus. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alors vous êtes agriculteur ici tout près de Lyon, à Saint-Priest. Vous êtes aussi en charge eau et biodiversité environnement au sein de la Chambre d'agriculture du Rhône. Alors c'est vrai qu'on est en pleine période de séchage. Est-ce que la récolte en maïs est bonne? Oui, écoutez, alors on est en cours, on est à peu près à la moitié de la récolte. Mais oui, c'est pour nous une très bonne année. Moi j'ai 54 ans, ça va être ma 30e récolte de maïs et ça va être mon record. Stéphane, quelques chiffres? Notre moyenne habituelle sur l'exploitation en situation irriguée est de 13 tonnes de maïs à l'hectare, avec des pointes à 14-15 tonnes. Cette année, les pointes sont à 16,5 et pour l'instant, la moyenne est à 14,5. Donc vous voyez, on est 10% au-dessus de notre rendement moyen, le rendement dit olympique. Donc oui, une très bonne année. Qui plus est, les humidités sont basses, donc les frais de séchage pas très élevés. Bon, le maïs c'est bon, le blé au printemps c'était pas très bon, et puis en plus il y a des problèmes de corbeaux, expliquez-moi. Alors les problèmes de corbeaux, c'est une problématique qu'on a de façon très importante sur notre secteur, puisque en étant en périurbain, il y a tout un tas de zones où ils peuvent nicher facilement, où il y a peu de pression de chasse. Donc on a une grosse présence de corbeaux, voire des vols de 200, 300 corbeaux, c'est pas rare, notamment en hiver. Et donc au printemps, au moment des semis de maïs, la problématique c'est qu'ils se jettent sur ces nouveaux semis. Avec des dégâts effarants, avec des ressemis complets, avec des parcelles détruites à 100%. Donc il y avait des traitements, il y a encore quelques années, en traquinone et autres, qui étaient des répulsifs. Ensuite, quelques années de vaches maigres, où on a eu des grosses difficultés. Là, on a trouvé un produit, c'est le Ziram, du traitement Corite, qui est encore autorisé pour l'instant, en tout cas, qui fonctionne bien. La preuve en est, c'est que cette année, j'avais une seule variété sur un petit champ de 6 hectares, détruit à 80% parce que pas traité corite. Donc j'ai changé de variété, j'en ai trouvé une très précoce. J'ai ressemé, ils n'ont pas mangé une graine. Et les autres champs étaient traités et j'ai eu très peu de dégâts.
Oui, mais c'est vrai que si le maïs est bon, c'est aussi parce qu'il y avait de l'eau. Alors, vous avez une approche assez intéressante sur les lacs collinaires et puis l'effet de levier que ça pourrait avoir sur la biodiversité si on savait aménager le pourtour. Oui, enfin, c'est très clair. Alors moi, je ne suis pas en zone où on fait des lacs collinaires. Nous, on a la chance d'avoir le fleuve Rhône pas loin. Ressources abondantes pour l'instant, on pompe, il n'y a pas trop de soucis. Alors que la nappe phréatique, elle, est en pression. Par contre, dans les monts, juste derrière nous et sur le reste du département du Rhône, les éleveurs souffrent beaucoup parce qu'ils n'ont pas de système d'irrigation qui puisse venir du Rhône. C'est trop loin, trop cher, trop haut. Et donc l'idée, c'est de construire des lacs connières. Certains sont déjà là, mais construire un nouveau lac connière, on se bloque, mais on le voit dans les médias souvent, hein, avec les environnementalistes qui nous disent que vous allez détruire la faune et la flore parce qu'il y a un jonc et un batracien qui est présent. Donc déjà, le batracien, lui, il va se mettre autour du lac une fois qu'il sera créé. Effectivement, on va peut-être détruire la petite partie de jonc qui est dans la petite zone humide qui est au fond, mais allez voir des lacs qui ont 10 ans et vous verrez la biodiversité. Enfin, tout le monde le sait, mais vous verrez la biodiversité qui est installée autour. Tous les joncs sont là, les batraciens également, et encore d'autres espèces parce que la zone humide est bien plus grande. Donc pour moi, c'est une mauvaise bagarre des environnementalistes. Ils devraient plus se battre sur l'aménagement du terrain et du lac que sur la création du lac. Merci Stéphane. Merci à vous et au plaisir de se recroiser. Ils sont jeunes, ils ont plein d'idées dans la tête, ils sont agriculteurs, ils sont entrepreneurs de travaux agricoles et vous allez voir, ils innovent. Salut Rémi. Bonjour. Alors, installé depuis combien de temps ici, dans le vignoble de Bandol? Donc installé depuis 2009. Quoi comme activité? Alors je me suis installé en tant que coopérateur et puis lors de mon installation, il me manquait un peu de terre afin de pouvoir vivre de mon activité. Donc j'ai décidé de développer une partie prestation de services, voilà, dans les travaux viticoles. Alors on le voit ici, il y a beaucoup de maisons, c'est vrai que les parcelles sont petites et c'est vrai qu'il y a beaucoup de doubles actifs. Tout à fait, donc énormément de doubles actifs, un parcellaire voilà, très morcelé au milieu d'habitation comme on peut le voir. Donc c'est vrai qu'avec ce qu'on entend en ce moment, on peut parler d'agribashing. Voilà, lors des nuits de traitement, les travaux bruyants, ça devient de plus en plus compliqué voilà, de travailler avec le voisinage. Alors ce qui est intéressant, c'est que tu as avec ton épouse une passion, le cheval, et le cheval quelque part c'est une bonne façon d'entrer en contact avec les voisins. Tout à fait, donc depuis quelques années nous pratiquons la traction animale dans les vignes et bizarrement les voisins viennent nous voir, viennent nous parler, on arrive à renouer le dialogue, leur expliquer pourquoi on traite, quels produits on utilise, pourquoi ça se fait la nuit et ils comprennent un peu mieux, bon même s'ils n'acceptent pas toujours mais ils l'entendent plus facilement que si on vient, qu'on fait des allers-retours sans prévenir, en faisant du bruit, voilà, ça ouvre le dialogue et ça apaise quand même pas mal les tensions. Et ça c'est vrai que c'est un effet en plus, mais le premier effet c'était surtout de moins compacter le sol, c'est pour ça que tu t'es intéressé au cheval? Tout à fait, donc de moins compacter les sols, de respecter aussi la vigne, on arrive à faire du travail plus précis, on a donc en appellation Bandol, voilà, on valorise nos vins rouges, on a de très vieilles vignes et on arrive à les préserver donc en faisant voilà, un travail précis qu'on arrive à faire avec le cheval. Et on voit d'ailleurs que le Bandol, c'est un des cahiers des charges les plus exigeants au niveau du vin et on voit que la récolte doit être uniquement manuelle. Oui, voilà, donc on le voit derrière moi. Donc on a une équipe de 25 vendangeurs. On pratique donc la vendange manuelle. Il a plu tout le week-end, donc voilà, pour respecter les terroirs, éviter de trop tasser les sols, on laisse le tracteur en bout de rangée. On a des porteurs qui font des allers-retours, c'est assez contraignant, mais voilà, on a un vin de terroir, il faut respecter ce terroir. On en revient à l'ETA. L'ETA, c'est quoi comme matériel essentiellement? Donc au départ c'était essentiellement des tracteurs, voilà, des tracteurs vignerons, Fendt, beaucoup d'outils de travail du sol, des cavaillonnaises, intercept, griffes, herses rotatives, cover crop. Voilà, ça demande énormément d'investissement et des fois difficile d'amortir tout ça. Et le cheval? Donc le cheval est venu par la suite, donc on a développé ça dans nos vignes et puis des domaines, des voisins ont trouvé ça un peu intéressant. Ils sont venus, ils nous ont posé des questions et ça commence aussi à se développer autour de domaines voisins qui veulent valoriser des produits en se servant voilà, de ce qu'on peut apporter avec le cheval. Et ce que tu dis, c'est que l'ETA, en fait, avec du cheval ou le cheval déjà dans les vignes, c'est rentable. Tout à fait, oui. Pour moi, donc, parallèlement, il faut le mettre en place avec d'autres pratiques culturelles qui sont les couverts
couverts végétaux. Et donc oui, le cheval, du coup, on vient travailler plus que sous le rang et c'est rentable parce que c'est un moindre investissement comparé à des tracteurs et des charrues, même si on met un peu plus de temps à l'hectare. Mais voilà, pour moi, au niveau de mon exploitation, c'est rentable. Justement, on va aller retrouver Marie, qui est tout près d'ici. Il faut justement la voir près des chevaux. Bien sûr, pas de Merci. problème. Merci à vous. Bonjour Marie. Bonjour. Alors on vient de voir Rémi qui nous a expliqué qu'effectivement vous n'utilisiez pas que des tracteurs et aussi ces superbes comptoirs. On peut les mettre au travail à partir de quel moment et puis vous en avez combien? Alors tout à fait, en fait on en a une dizaine. On a choisi l'option élevage, donc de les faire naître à la maison pour qu'ils soient habitués à notre présence dès le plus jeune âge. Donc on voit, ils sont bien sociables, ils sont très curieux. Du coup on les met au boulot dès 2 ans en fait, on les habitue vraiment à porter le collier, à marcher au pas demandé. Réellement dans la vigne ils vont rentrer à l'âge de 3 ans. Pour la partie, pour eux, pour leur morphologie en tout cas, il ne faut pas avancer le travail trop rapidement. Du coup, ils travaillent à partir de 3 ans et ça jusqu'à 19 ans, un cheval de 19 ans peut encore travailler à la vigne. Et on peut les faire travailler combien d'heures par jour? Alors, si on a le choix d'avoir plusieurs chevaux, la chance d'avoir plusieurs chevaux, on préfère faire des roulements, c'est-à-dire faire des demi-journées ou des petites journées de 6 heures. Et Marie, si on regarde le côté économique, ça coûte combien comme ça d'élever donc un cheval et puis en comparaison par rapport au tracteur? Alors, globalement, dans l'ensemble, on va avoir la partie donc matérielle, c'est-à-dire le cheval, la charrue. Puis après, vous avez aussi toute la partie vétérinaire, le fourrage. On peut dire pour un cheval, ça nous coûte 15 000 €, en ayant tout l'équipement à fournir avec. D'accord. Voilà. Alors, si on regarde, c'est aussi des contraintes puisque la nuit, il faut se lever tout le temps, non? Effectivement, quand il y a la saison des poulinages, il faut se lever, surveiller, mais ça fait partie du métier, de la passion qu'on peut leur apporter. Bon, alors si vous êtes d'accord, on va aller voir une nouvelle activité que vous êtes en train de développer. On y va? Si les chevaux veulent bien nous laisser passer. Il y a l'ancien, il y a le nouveau. C'est vrai Marie que 2020 c'est une année importante pour vous. C'est la première année de l'aventure de la vinification. Exactement, on se lance donc dans cette belle année 2020, donc qui est propice au vin, j'ai envie de dire, et on l'espère. On se lance dans cette belle aventure de vinification. Du coup, on essaye d'allier l'ancien et le moderne. Donc, on vinifie nos vins à la maison. Avec nos chevaux aussi, parce qu'il faut savoir qu'on fait les vendanges et toute la partie du sol avec les chevaux. Mais c'est vrai que c'était une suite logique, un raisonnement. Oui, tout à fait. C'est un beau raisonnement parce que on a 4 enfants. Pour nous, ça a été vraiment une conviction personnelle de travailler dans la partie éco-responsable, c'est-à-dire qu'on vit au milieu des vignes. Nos enfants, le matin, se lèvent, vont au milieu des vignes, picorer du raisin. Donc, pour nous, c'était une évidence de passer en conversion bio, de travailler avec le cheval parce qu'on trouve que les deux se complètent bien. Et ça vous a amené à rechercher la valorisation. Et c'est vrai que la cave coopérative, c'était pas forcément la meilleure optimisation là-dessus. Exactement. Donc le fait de travailler avec les chevaux. Puis on a des techniques culturales particulières. On travaille en enherbement dans les vignes. Donc on voulait valoriser aussi notre produit à notre façon et à notre image. Alors pour cette première cuvée, il y aura combien d'hectos? Alors il y aura 35 hectos en rouge, donc sur l'appellation Bandol, qu'on travaille essentiellement au cheval. Ensuite on fait aussi du rosé, donc là on est sur des volumes entre 60 et 70 hectos. Bon Marie, en tout cas c'est une très belle aventure dans laquelle vous vous lancez. Je vous dis félicitations et puis merci de nous avoir reçus ici sur votre exploitation. Et merci à vous, c'était un grand plaisir. Merci. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Vous savez que vous allez pouvoir nous retrouver dans le cadre du salon Agrimax. Nous aurons un plateau télé, on sera présent et on vous attend. Je vous souhaite une excellente semaine.